Bon, ben, on va débuter. Merci à tous d'être ici pour ce panel. Ce panel Moins mais mieux, comment réduire notre consommation d'emballage à usage unique. C'est organisé dans le cadre de la SQRD à l'année. À chaque mois depuis que la SQRD a eu lieu en octobre, on aborde plus en détail un des sujets qui a été abordé durant la semaine. Puis, durant tout le mois de février, on parle donc d'emballage. Et pour discuter du rôle des emballages, de la responsabilité des différents acteurs dans la réduction des emballages, des moyens d'encourager la transition vers une réduction des emballages, on reçoit 4 panélistes expertes en réduction des emballages. On a Sophie Suraniti, qui est co-coordonnatrice du guichet unique de la transition alimentaire, le GUTA, qui est porté par le Conseil du système alimentaire, le SAM, Conseil du système alimentaire montréalais, le SAM. Elle a conçu et mis en place le répertoire des emballages et contenants et en collaboration avec son partenaire expert, La Vague, avec le soutien de la Ville de Montréal. Marie-Christine Thibault, qui est conseillère éco-conception et économie circulaire chez Éco-entreprise Québec depuis 3 ans et demi. Éco-entreprise Québec, c'est un organisme sans but lucratif privé qui représente depuis 2005 les producteurs de contenants d'emballage et d'imprimés dans leur responsabilité financière à l'égard de la collectivité. Éco-entreprise Québec a notamment été nommé en octobre 2022 l'organisme de gestion pour gérer au nom des producteurs la modernisation de la collecte sélective. Marie-Christine est également la chargée de projet derrière le documentaire Tout déballé. Ensuite, Aurore Courtier-Boineau est conseillère en économie circulaire et gestion des matières résiduelles au sein de la coop Incita, ainsi que cofondatrice de La Vague, un OBNL québécois qui regroupe des acteurs et actrices du café et de la restauration. C'est donné pour mission de la recherche, le partage, le développement et la mise en place de promotion de solutions éco-responsables applicables dans le domaine de la restauration des cafés au Québec. La Vague a mis en place la tasse qu'on retrouve dans plus de 400 commerces au Québec et vient sortir une analyse de cycle de vie des emballages, des plats pour emporter. On attend hâte de voir ça. Caroline Lachance, de l'Association des épiciers éco-responsables du Québec, qui est une mutualisation de plus de 20 épiciers écologiques partout dans la province. Elle est propriétaire d'un commerce zéro déchet à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Boco Éco. Merci d'être parmi nous ce midi. Alors, j'aimerais qu'on débute la discussion avec une question très simple. À quoi ça sert un emballage? Est-ce qu'on peut s'en passer complètement? J'aimerais donner la parole à Marie-Christine. Oui, je réactive ton son. Attends une seconde, il faut juste que tu le réactives toi-même. Oui, voilà. Merci. Alors, est-ce qu'on peut s'en passer des emballages? La réponse simple, c'est non. C'est assez simple justement de répondre à cette question-là parce que actuellement, notre système, comment ça fonctionne, le système de distribution, le système de transport est tellement complexe. Tout ce qui est notre mode de production et consommation repose sur ça. Ce qui fait que c'est pas simple que ce soit, on pense beaucoup aux emballages alimentaires, mais que ce soit d'aller chercher des ampoules à la quincaillerie sans emballage, en transporter 10 en même temps. Clairement, il y a des risques de bris, de blessures. Donc, évidemment qu'on a besoin dans ces cas-ci d'emballage. On ne pourrait pas transporter des liquides sans emballage également. Donc, c'est clair qu'on a besoin d'emballage. Puis, plus souvent qu'autrement, l'emballage qu'on pense être superflu, être non utile, a en réalité une fonction essentielle à laquelle on ne pense pas. Puis, je ne vais pas toutes les nommer, mais une des nombreuses fonctions que l'emballage joue, c'est de nous donner des ingrédients. Quand on est allergique à quelque chose, c'est toujours bien utile d'avoir à la maison, chez soi, la liste des ingrédients que oui, il y avait peut-être dans le magasin en vrac, mais qu'on a oublié, on ne s'est pas rappelé, on n'a pas pris la photo, on l'a délité. Toujours important, on a un invité qui arrive, puis là, qui est intolérant à quelque chose que moi, je ne suis pas intolérante, puis là, il faut que je sois en mesure de lui transmettre ça. Donc, ingrédients, même chose, posologie des médicaments. Donc, il y a une multitude d'informations que l'emballage transmet qui est important. L'emballage va également jouer tous les rôles par rapport à la préservation, à la protection, que ce soit contre l'humidité, que ce soit contre la lumière, qui va venir protéger le produit pour éviter qu'il perde ses propriétés organoleptiques ou qui ne rancit pas comme certains noix.
On va aussi, on y pense moins, mais des fois, l'emballage va aussi être un bon outil contre le vol. Une clé USB, c'est facile à voler en magasin. Donc, le fait d'avoir un emballage qui, oui, nous paraît être du suremballage trop gros, permet d'éviter qu'on puisse l'insérer facilement dans notre poche. Et bien sûr, bien, tout ce qui est le bris, donc que ce soit les ordinateurs qu'on se fait livrer ou la TV qu'on va chercher, qu'on se fait livrer peut-être par e-commerce, c'est important pour vraiment protéger contre le bris, les pertes, parce que tout aliment gaspillé ou tout produit qui va être brisé, c'est une perte de ressources. Fait qu'il faut garder ça en tête quand on conçoit des emballages et qu'on transporte des produits. Puis, c'est peut-être pas une donnée qui est mise de l'avant suffisamment, mais en moyenne, l'emballage va avoir une moyenne, en fond, de 10 de l'empreinte carbone du couple emballage-produit. Donc, ça veut dire que généralement, l'emballage va avoir un moins gros rôle à jouer que le produit. Après ça, bien sûr, il y a des nuances. Des fois, quand le produit est très transformé, comme du jambon en canne, bien là, l'impact va être davantage sur le produit que l'emballage. Mais quand on emballe de l'eau qui n'est pas transformée, à ce moment-là, bien, ça va être plus l'emballage qui va avoir une forte empreinte. Mais juste le garder en tête parce qu'on va toujours avoir besoin d'emballage, c'est évident, que ce soit secondaire, tertiaire. Puis également, là, je terminerai par dire, bien, le vrac, c'est une bonne chose parce qu'on réduit les emballages, puis c'est ce qu'il faut faire. L'emballage, c'est bon, ça a une utilité, mais il faut quand même réduire la quantité qu'on utilise. Et le vrac a quand même besoin, pour fonctionner encore dans son système de distribution, de manutention, d'un certain emballage, que ce soit celle entre le fournisseur et le magasin, que ce soit sur place pour distribuer le produit au client, et bien, le consommateur qui emmène ses propres contenants, donc qui demeure des emballages. Donc, c'est juste de garder ça en tête, réduction, mais rôle, puis de garder en tête aussi que quand l'emballage est pensé par les industriels, que ce soit les designers ou les ingénieurs, bien, la responsabilité de la salubrité ne va pas venir reposer sur les épaules du consommateur, mais davantage de l'entreprise. Donc, juste de garder ça en tête pour tout ce qui est la notion de répondre à des réglementations et tout. Alors, voilà. Merci. Puis, est-ce qu'on peut imaginer que ces emballages-là puissent être plus écologiques? Est-ce qu'ils pourraient remplir les mêmes tâches en étant plus écologiques? Bien, en fait, certainement, là, c'est ça à quoi que sert l'éco-conception qu'on met de l'avant chez Éco-entreprise Québec. Donc, l'éco-conception, rapidement, concevoir un emballage, mais en gardant en tête sur toute sa chaîne de vie les impacts. Donc, ce n'est pas simplement de limiter un emballage à ce qu'il soit recyclable. Des fois, il ne le sera pas, mais il va être quand même éco-conçu. Donc, on va parler davantage d'emballage éco-conçu dans notre cas, parce qu'il va avoir été allégé. Donc, des exemples concrets pour vous de comment on peut améliorer les emballages, les rendre plus écologiques. Bien, ça peut être au niveau de l'approvisionnement. On y pense moins, mais juste en intégrant du contenu recyclé, on peut améliorer la qualité puis l'impact, en fait, réduire l'impact de notre emballage pour tendre vers des emballages plus éco-responsables. On va avoir toute la question également d'optimisation. Est-ce qu'il y a un vide technique qu'on peut retirer? On pense beaucoup aux chips. Les chips ont une raison d'avoir ce vide technique-là qui contient du gaz, mais dans certains cas, comme les céréales, les noix, ce n'est pas nécessaire d'avoir ce vide-là. Donc, ça va être de jouer avec le ratio produit-emballage. On peut aussi penser à tout ce qui est c'est moins commun, mais éco-ancrage, donc réduire la quantité d'encre qu'on utilise sur nos emballages pour réduire les bouts d'encre, en fait, qui vont arriver quand on va faire ce qui est le désancrage à l'étape du recyclage des fibres. Donc, ça aussi, c'est très important. Toutes les composantes qu'on pourrait retirer, que ce soit des étiquettes, réduire la surface d'une étiquette, que ce soit un opercule qui n'est peut-être pas nécessaire quand on ouvre un bouchon, ou il y a des produits cosmétiques des fois qui sont déjà dans une boîte de carton. Mais il y a aussi un shrink wrap, un plastique thermoformé qui vient le sceller, alors que la boîte, elle est déjà emballée dans du plastique.
Là, on parle de ce remballage, on n'est plus dans la fonction essentielle de protéger. Donc, comment l'améliorer un emballage comme ça? Bien, en réduisant ses composantes inutiles. La communication, c'est une façon de jouer sur l'éco-conception d'un emballage et le rendre plus écologique. Un emballage qui est recyclable, si on n'a pas bien communiqué aux consommateurs la façon de trier, ses propriétés comme étant emballage écologique ne seront pas optimisées par le fait qu'il manquera l'information aux consommateurs de qu'est-ce que je fais en fin de vie avec cet emballage-là. Et finalement, en parlant de fin de vie, c'est sûr qu'on parle de réduction à la source. Donc, tous les éléments qu'on n'a pas de besoin, est-ce qu'on peut rendre l'emballage réutilisable? Est-ce qu'on peut le rendre recyclable? Et toujours garder en tête que tout emballage durable, réutilisable, devra être recyclé à un moment donné, dans le meilleur des mondes, si c'est possible. Donc, de penser à ça à la toute fin. Puis, un autre volet, c'est tout ce qui est, dans le fond, la sensibilisation, l'éducation relative à l'environnement, donc relative aux emballages. C'est de former les designers, de former actuels, mais aussi les étudiants. C'est pour ça que chez Éco-entreprise Québec, on met de l'avant vraiment les conférences dans les écoles, les cégeps, les universités, et là, prochainement, même dans les écoles secondaires, avec le documentaire Tout déballé, dans l'objectif d'arriver le plus tôt dans la création, le processus de création. Les jeunes sont sensibilisés, il y a des mythes qu'il faut déconstruire, puis c'est à ça que sert notre documentaire Tout déballé, dans lequel, entre autres, Aurore a participé, qui est accessible en ligne gratuitement, mais qui s'adresse, qui a été conçu pour être compris par le citoyen, par le designer et par l'industrie, en fait, qui est derrière le système d'emballage. Voilà. Merci. Pardon. Caroline, dans le cas des commerces zéro déchet, la réalité, elle est différente que dans les grandes surfaces puis dans les épiceries. Les consommateurs peuvent utiliser leur propre contenant pour transporter les aliments chez eux. Mais qu'en est-il des emballages que le consommateur ne voit pas? Par exemple, les emballages secondaires et tertiaires, il y a une façon de la réalité est pas la même, donc vous pouvez réduire à différents endroits que nous, on ne voit pas en tant que consommateur. J'essaie d'allumer d'ouvrir ton son, je m'excuse. Il faut juste que tu appuies aussi là, pour l'ajuster. J'ai fait un mute. C'est bon? Parfait, c'est bon. Merci. Bon, alors bonjour tout le monde. Oui, c'est ça, c'est super intéressant en tant que représentante des épiciers éco-responsables. Ce que je peux dire de ce côté-là, c'est que justement, on est tout un écosystème qui s'est mis ensemble pour essayer de pousser vers le positif, justement, pour qu'on réduise les emballages à la source lorsque c'est possible. Donc, évidemment, j'entends Marie-Christine parler, on n'est pas dans l'extrémisme où ce qu'on veut absolument ne plus avoir d'emballage de notre côté. On est là justement pour apporter des solutions. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on est tout un réseau d'épiciers éco-responsables à travers le Québec, donc pas juste à Montréal, mais vraiment un peu partout. Et on est soutenu aussi par des fournisseurs qui ont cette même vision-là, ces mêmes valeurs, de pouvoir venir enlever ce qui est superflu, parce que c'est ça la réalité d'aujourd'hui. C'est bien qu'on fasse l'éducation, puis c'est bien qu'on pousse vers ça, sauf qu'aujourd'hui, on doit tout de suite agir puis apporter des changements. Donc, nous, on considère justement que le vrac, c'est une des solutions. L'achat local aussi, c'est une des solutions. Puis, en ayant des chaînes de logistique qui sont un petit peu plus courtes, en travaillant directement justement avec des fournisseurs qui sont locaux, ça nous permet d'avoir une plus grande agilité que les épiceries traditionnelles notamment. Ça nous permet d'avoir un accès direct aux fournisseurs, aux producteurs avec qui on peut échanger puis qu'on peut pousser justement la réflexion. Est-ce que c'est un produit que je peux conserver adéquatement dans une chaudière consignée, qu'on peut transporter du point A au point B en toute sécurité? Donc, ça, c'est des choses qu'on est capable de faire maintenant. Puis, c'est vraiment super le fun de pouvoir, valorisant dans le fond, de pouvoir vivre ça. Donc, on a plein de beaux fournisseurs, justement, avec des chaudières qui sont consignées, donc qu'on va payer la consigne, puis quand on va leur retourner la chaudière, ça va être remboursé. Il y a des contenants, des fois, qui sont réutilisables, mais il y a aussi des avantages. Par exemple, moi, je prends mon auto électrique de temps en temps. Même si je suis de la Rive-Nord de Montréal, je me déplace en Estrie pour aller chercher des produits. Donc, c'est une décision que j'ai prise. Puis, le fournisseur m'encourage de faire ça parce que lui économise sur les transports, on économise sur les GES.
ils me donnent un rabais pour ça. Donc, c'est une autre des options, une autre des façons de faire qu'on a dans notre écosystème. Donc, je mets directement dans la voiture, puis je transporte jusqu'à l'épicerie. Donc, on est capable de trouver des solutions comme ça à différents enjeux. Il y a aussi le côté, dans le fond, du consommateur. Donc, le consommateur, évidemment, peut apporter ses propres contenants dans la majorité des épiceries éco-responsables. Donc, on va les peser, on va pouvoir déduire le poids à la fin. On demande à ce que les contenants soient propres et en bon état, évidemment, justement, pour suivre les règles, la réglementation au niveau du MAPAC. Donc, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de contraintes de ce côté-là. Donc, différentes choses qui sont mises en place aussi par nos épiciers. Fait que ça, c'est une des choses. En plus de ça, on a été novateur aussi. On a utilisé le système de consignation. Donc, on pourrait, par exemple, penser de payer un certain montant pour avoir un bocal. Quand on rapporte le bocal, on va l'avoir remboursé. Donc, ça, le consommateur peut aussi opter pour ces solutions-là. Et dans certaines épiceries, on a même carrément, chez nous, on appelle ça des bocaux dépanneurs. Donc, la communauté, vraiment, les gens voulaient toujours nous laisser des bocaux, des contenants qu'on pourrait réutiliser. Donc, au lieu de les mettre au recyclage, pourquoi je ne pourrais pas réutiliser une dizaine puis une vingtaine de fois mon contenant de verre? Donc, on a évidemment un lave-vaisselle industriel sur place. On va tout désinfecter. On va rendre ça disponible, accessible aux consommateurs qui sont sur place puis qui ont soit oublié leur contenant ou qui leur en manque un. Donc, ça leur permet de faire un petit peu plus de vrac. Fait que ça, c'est une autre des solutions aussi. Puis évidemment, comme on est sensibilisé, comme on veut réduire au maximum tout ce qui est réutilisation des boîtes qu'on reçoit. Donc oui, c'est certain qu'on a certains transporteurs qui vont nous envoyer une commande dans une boîte, avec même des fois du remplissage. Donc, ce qu'on va chercher puis ce qu'on va discuter avec eux autres, c'est que ça soit le plus limité possible. Ou encore que ce soit mieux pour l'environnement. Donc, des petites pastilles qui se désagrègent parce que c'est fait à base de plantes, on en a couramment. Puis aussi, les boîtes, on va essayer de les réutiliser le plus possible. Donc, ça arrive régulièrement aussi que, par exemple, nos clients, quand ils achètent une bonne quantité, ils n'ont pas nécessairement prévu assez de sacs, donc on réutilise les boîtes. Quand il y a des gens de la communauté encore qui déménagent, ils font appel à nous, donc on a toujours des boîtes à redonner. Donc, c'est un peu ça dans le fond. Fait que quand je parle d'un écosystème, c'est nous en tant qu'entreprise, en tant que commerçants, mais c'est aussi les fournisseurs qui sont derrière nous puis qui ont les mêmes valeurs que nous, de réduire à la source autant que possible puis d'avoir le moins d'impact sur l'environnement possible, mais aussi la communauté parce que c'est vraiment chouette de voir les efforts qu'ils font eux autres aussi de leur côté. Merci. On va passer à un autre sujet. En fait, les gouvernements disposent de certains leviers comme la réglementation pour pouvoir interdire la vente de certains emballages à usage unique, comme le fait la Ville à partir du 28 mars prochain, puis le gouvernement canadien en décembre prochain. Certaines villes ont imposé des mesures d'éco-fiscalité comme à Prévost, à Mascouche ou Terrebonne. Aurore, vous avez travaillé avec les villes de Terrebonne et Mascouche. C'est quoi les mesures qui ont été mises en place qui fonctionnent bien dans ces endroits-là? Je vais essayer de... Ça monte. Bon, le son. Bonjour tout le monde. Déjà, je pense que la question à se poser aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on focus sur les villes? Effectivement, on pourrait se demander pourquoi est-ce que ce n'est pas les gouvernements, pourquoi est-ce que ce n'est pas un tel. Puis, c'est une bonne question parce qu'en fait, les emballages, ils sont partout dans nos vies, donc c'est des responsabilités partagées. Donc là, la question, c'est plus de savoir qui devrait agir, mais plutôt comment chacun dans sa zone doit agir. Puis, c'est ce que fait Q, c'est ce que font les commerçants comme Caroline, c'est ce que font beaucoup de citoyens et c'est ce que font de plus en plus de villes. Et pourquoi est-ce que, effectivement, ta question, c'est comme, on voit ça vraiment arriver au niveau des villes. Puis ça, c'est un mouvement mondial, ce n'est pas juste au Québec, ça émerge, le mouvement de légiférer là, sur les emballages, plutôt au niveau des villes. Tout simplement parce que c'est eux qui sont pognés avec nos poubelles au moment de les gérer. C'est eux qui ont des sites d'enfouissement qui débordent et puis des citoyens qui ne veulent pas ouvrir des nouveaux sites d'enfouissement à côté de chez eux. Fait que c'est notamment pour ça que les villes prennent le problème. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que ça percole ensuite par le haut, que ce soit au niveau de communautés de communes ou de régions ou même au niveau gouvernemental.
Pour vous donner un exemple, il y a à peu près 15 ans que sont apparues les premières villes zéro déchet en Europe, que ce soit en Italie, en Belgique ou autre. Puis là, on a vu l'année dernière entrer en vigueur des lois cadres au niveau des pays et même au niveau de l'Union européenne. Donc là, on a un vrai impact quand ça se passe, quand la loi cadre est comme plus large. Mais les villes ont un énorme rôle à jouer parce qu'elles connaissent leur territoire. Fait que pour l'instant, des études comparatives sur comme quelles mesures réglementaires fonctionnent mieux que d'autres, malheureusement, c'est trop récent pour en avoir. Mais je vais vous donner des grandes notions de ce qu'on sait qui fonctionne ou moins bien. Qu'est-ce qui fonctionne? C'est de réduire avant de substituer. Donc, la grosse erreur qu'on a vue qui pouvait arriver, c'est comme, on va remplacer par quelque chose de compostable ou voilà, avec les écueils que ça a pu avoir. Donc, c'est vraiment l'idée de poser d'abord la question, comme d'habitude, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Quel est le juste emballage pour ça? Puis la réponse, elle n'est pas nécessairement de substituer la matière et elle n'est surtout pas de diaboliser une matière par rapport à une autre, mais elle est de questionner le bon usage dans la bonne matière. Donc, je vous donne un exemple. On n'a pas besoin de tout révolutionner pour imposer de distribuer seulement sur demande des pailles, des ustensiles, des sachets de sucre, des serviettes, des condiments, etc. Il n'y a personne qui va perdre un client parce qu'il demande si le client en a besoin. Et on a une réduction immédiate au lieu d'avoir substitué par la paille compostable, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment l'idée du opt-in versus opt-out parce que ça vient déresponsabiliser, enlever la responsabilité sur les épaules du consommateur de dire non, je ne veux pas de paille, non, je ne veux pas d'ustensiles dans les petites cases commentaires de Uber Eats, puis finalement, ça arrive pareil. Ou ça enlève aussi la responsabilité aux commerçants de dire moi, je choisis de ne pas te donner ça, puis désolé si tu m'haïs. Fait que là, quand on réglemente ça, on vient comme un peu plus mettre tout le monde d'accord. Et j'ai retrouvé dans certaines réglementations le terme de consentement du consommateur. Ça, c'est très intéressant, là. Donc, on vient dire, si finalement, tu n'as pas l'accord du consommateur pour te donner telle affaire, tu n'as pas le droit de lui donner. Fait que ça, c'est simple, ça ne vient pas perturber le système, puis il y a quand même un grand impact. Ensuite, ce qu'on voit, ce qui fonctionne, c'est d'avoir du vrac obligatoire si disponible et avec aussi une option à usage unique pour les usages qui ne permettraient pas. Puis, je suis vraiment d'accord avec Marie-Christine qu'il faut vraiment faire attention au gaspillage alimentaire, par exemple, et à l'importance de préserver l'aliment. Mais sur de la lessive ou du lave-glace, c'est pas un enjeu. Fait qu'on est capable de distribuer de la lessive en vrac, on est capable de distribuer du lave-glace dans des stations-service en vrac. Puis, il y a certains endroits qui décident, puisqu'on est capable de le faire, on va l'obliger. Et si vraiment vous voulez choisir l'option polluante, vous allez payer. Fait que c'est introduire l'idée que le jetable n'a plus à être gratuit s'il n'est pas nécessaire, s'il ne sert pas absolument à protéger l'aliment. Et dans le fait, offrir le choix. Et du moment qu'il y a une option de choix alternative, là, on met le bon vieux principe du pollueur-payeur en place. Puis par contre, on a des études là-dessus sur est-ce qu'une petite charge est efficace? Oui, la petite charge est plus efficace dans le changement du comportement que le gros rabais. Donc, on a vu, par exemple, sur des tests dans des cafés alors pas dans mon organisation, mais vraiment des tests universitaires faits dans différents pays où ils proposent une réduction si tu amènes ton propre gobelet. Si tu fais l'effort toi-même, finalement, réduction de 50 sous, 1 $, peu importe, ou alors on te charge 15 sous. La charge de 15 sous entraînait un plus grand changement de comportement que le gros rabais. Donc, ça, c'est des exemples de ce qui se fait. On voit aussi au niveau de pays carrément apparaître la notion d'un pourcentage de surface obligatoire dédiée au vrac. Donc, en France, par exemple, c'est 20% de la surface obligatoire à partir de 400 mètres carrés. Et puis, l'obligation d'accepter les contenants personnels qui répondent aux règles sanitaires, évidemment. Donc, ça ne veut pas dire que les consommateurs ont le droit de tout faire, mais finalement, encore une fois, on vient enlever le poids et aux consommateurs de se battre avec le commis pour ouvrir son Tupperware et aux
on vient aussi enlever le poids aux commerçants de se dire, est-ce que je suis en train de faire la bonne affaire? Est-ce que quelqu'un va arriver demain et fermer mon commerce parce que j'ai servi dans un Tupperware? Donc, quand on clarifie ces règles-là au niveau plus large, ça rassure tout le monde, puis ça permet de mettre le mouvement en branle. Maintenant, les erreurs. Parce que c'est quand même, on a quelques années de backup, on va dire. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est, j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est légiférer la matière et non l'usage. C'est quand on assiste à une diabolisation, par exemple, du plastique, qui mérite d'être questionné, challengé, parce qu'à beaucoup d'égards, il est un gros problème sur notre société, mais à plein d'autres égards, il fonctionne quand même pas trop mal. Et en tout cas, son substitut peut avoir un transfert d'impact. Donc, quand on considère, quand on se focalise sur la matière et pas sur les usages, on peut tomber dans des transferts d'impact qui vont vraiment rater les cibles environnementales. Une autre erreur qui a été faite largement, c'est de définir le réutilisable, d'essayer de définir ce que c'était réutilisable. Et généralement, on passe à côté. Exemple, dans la réglementation fédérale actuellement, c'est telle affaire sont interdites, sauf si réutilisables, et ce qui est présentement défini comme sans lavage. Résultat, on a reçu des belles preuves de laboratoire d'ustensiles parfaitement jetables, conçus comme tels, vendus comme tels depuis des décennies, mais qui ont résisté au sans lavage. Donc, pas de problème, on va continuer avec. Donc, et ça, ce n'est pas arrivé juste au Canada, c'est arrivé partout où il y a eu des réglementations. Malheureusement, il y a une certaine part de mauvaise foi quand même d'une partie de l'industrie qui va changer ses moules, ajouter le mot réutilisable dessus et continuer de vendre la même affaire. Donc là, l'approche de la Ville de Montréal a été très intéressante pour éviter cet écueil. Ça a été de dire, nous, on ne définit pas ce qu'est le réutilisable. On définit ce qui est jetable, ce qui est à usage unique. Fait que si ta cuillère, elle a passé les 100 lavages, mais elle est encore vendue comme de l'usage unique parce que tu ne la récupères pas, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec, tu n'as aucune mesure pour t'assurer qu'elle est réutilisée, c'est de l'usage unique. Et ça permet aussi d'éviter que des objets réellement réutilisables soient traités comme de l'usage unique, parce que ce qu'on a vu en Europe, c'est quand les festivals ont dit « on ne veut plus d'usage unique », ils ont acheté du réutilisable, mais ils ont mis à la poubelle à la fin de l'événement. Donc, quand on s'enfarge dans la définition technique, sans s'attarder encore une fois à c'est quoi de l'usage, on peut avoir ces écueils-là. Qui, au niveau de l'écofiscalité, ce sera ma dernière intervention là-dessus, parce que je vérifie le temps. Tu as parlé effectivement de Mascouche, Terrebonne, Prévost qui ont introduit des mesures écofiscales. C'est sûr, c'est plus facile sur des territoires plus petits à gérer, évidemment, parce que quand des territoires plus larges ont commencé à mettre ça en place, aller collecter ces montants-là auprès des commerces, c'était compliqué. Donc, au début, ils ont dit, on va laisser les commerces garder les montants du pollueur-payeur. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que beaucoup de commerçants ont arrêté les efforts de réduction à la source parce qu'ils avaient un nouveau revenu. Donc, on fait marche arrière un petit peu. Fait que c'est idéalement, on veut aller collecter ce pollueur-payeur en donnant une partie, comme ça se passe avec la consigne actuellement dans les détaillants, en gardant, le commerçant peut garder une partie pour son administratif et tout ça, puis pour avoir dû gérer ce fonctionnement. Mais on essaie de collecter ça pour financer la transition. Donc, qu'est-ce qui se passe à Mascouche présentement, par exemple, c'est que les commerçants peuvent remplir un formulaire, dire moi, je veux un lave-vaisselle, je veux de l'équipement, je veux me servir dans ce fonds finalement de transition. Et là, on est pile sur le X on collecte, on encourage le pollueur-payeur en ayant des options gratuites qui sont en réduction à la source et on finance la transition. Je m'arrête là. Merci, c'est intéressant. Comme on parle des villes, Sophie, sur Anity, avec le Gouta, comment vous faites pour aider les commerçants? Parce que c'est une grosse transition quand même, ça demande des gros changements. Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. Alors, le Gouta, guichet unique
pour la transition alimentaire. Nous, notre public cible dans le cadre de ce projet, ce sont les commerces de détail alimentaire et puis les restaurants, donc sur le territoire de l'île de Montréal. Alors effectivement, quand on a vu arriver la réglementation, et d'ailleurs Aurore fait partie de mon partenaire sur ce répertoire des emballages et contenants, donc qui s'est mis en place à la mi-novembre, on s'est dit wow, ça va être compliqué. Et puis bon, il y a toujours de l'usage unique, là c'est clair, mais par contre, il faut qu'il soit vraiment différent et qu'il rentre dans un contexte réglementaire qui est nouveau. Donc voilà, donc nous, le GUTA, la grande mission, c'est d'aider et d'accompagner notre public cible, les commerces alimentaires, dans la transition alimentaire et notamment la réduction des emballages. Alors, c'est sûr que nous aussi, on est sur la réduction à la source le plus possible, c'est ça que l'on prône. Bon, il y a quand même cette phase de transition, il y a toujours ces emballages, le juste emballage. Donc, on les aide dans ce sens. Alors, le répertoire, en fait, il a 2 grands temps, si je puis dire, et 2 grandes actions. Déjà, quand donc, les commerces vont sur le guichet guta.ca, donc ils vont voir le répertoire qui est maintenant disponible aussi en anglais, parce que là aussi, il y avait un enjeu de langue. On a le répertoire en français, mais aussi en anglais. La première grande réponse qu'on leur apporte, ce sont donc de leur proposer en fait, voilà, j'ai des tasses, je dois commander demain des tasses à café là, mais il faut que ces tasses, maintenant, elles rentrent dans le nouveau cadre réglementaire de la ville de Montréal. Attention, à chaque fois, comme l'a dit Aurore, c'est vraiment une décision propre aux villes, aux municipalités. Donc là, on est vraiment sur un répertoire qui répond à la réglementation montréalaise. Donc là, voilà, je suis une commerçante, je vais aller commander des tasses à café, je vais aller sur le répertoire parce que là, on va me dire, voilà ce qui est désormais interdit, c'est clairement mis. Deuxième temps, on va me dire, faites de meilleurs choix. Il y a le choix 1, le choix 2. Le choix 1, c'est le meilleur. Et là, on a poussé l'exercice beaucoup plus loin parce qu'on voulait que cet outil soit vraiment un outil hyper pratique pour nos commerçants. On a dit, faisons des suggestions de produits. Donc voilà, c'est avec notre partenaire La Vague qu'on a mis en place ce contenu technique. C'est-à-dire que l'équipe de La Vague a vraiment, et continue d'ailleurs, parce que là, il y a une mise à jour qui s'en vient. Donc c'est un répertoire qui se bonifie, qui s'enrichit. On a donc des produits suggérés de fournisseurs. Alors, ils sont soit manufacturiers, distributeurs, des fois ils ont les 2 rôles, mais bon, l'un ou l'autre. Donc il y a des produits qui sont suggérés selon les grandes catégories de familles, donc d'articles à usage unique interdits. Et puis voilà, on va me proposer, donc on va me dire, oui, ces tasses à café là, elles fit beaucoup. Voilà, elles sont mieux dans le cadre de la réglementation, elles sont autorisées. Voilà. Alors c'est sûr qu'après, passer au réutilisable, c'est notre prochaine étape. Et nous aussi, là, on pousse vers ça, c'est-à-dire que là, le répertoire des emballages donc et contenants du GUTA, il propose donc les solutions de rechange. Il propose des bonnes pratiques à implanter dans son commerce. Ça, c'est le deuxième grand temps. Alors là, c'est tout un tas de gestes relativement simples à poser, notamment quand on propose de la consommation à manger sur place, de mettre en place de la vaisselle réutilisable. Ça, c'est facile. Donc là, c'est le deuxième temps. C'est vraiment un guide de bons gestes, de bonnes pratiques à implanter dans son commerce. Et là, il y a un troisième temps qui s'en vient. C'est la suite. On va vers le réutilisable. En fait, là, je prépare donc un guide sur la mise en place du réutilisable au sein d'un établissement alimentaire. Voilà, donc ça s'en vient pour le mois prochain. Donc voilà, c'est, vous voyez, usage unique. Bon, ok, faites de meilleurs choix. Bonne pratique, ouais, allons-y sur des pratiques du type réutilisable. Et puis là, on va vraiment expliquer. En fait, on va poser les grands principes éclairés là-dessus, nos commerçants, les aiguiller pour cette mise en place, voilà, sur le réutilisable. Donc, on en est là avec ce répertoire. Donc, c'est un processus qui évolue dans le temps, finalement, si on passe, oui. Puis, est-ce que vous avez déjà des bons coups à nous partager avec les commerçants ou des difficultés que vous avez auxquelles vous avez dû faire face dans cette transition-là? Alors nous, le GUTA, on regarde, on informe, on sensibilise, on accompagne avec de la création de contenu. Alors après, effectivement, on a mis en place parallèlement un fonds d'accompagnement où là, on commence à faire des duos. On fait des mariages entre des commerces et puis les structures accompagnatrices du GUTA, donc des gens qui savent faire la transition.
pour des gens qui souhaitent faire la transition. Donc là, il y a ces beaux mariages qui se font. Alors, on n'a pas encore des retours, hein, bien sûr, parce que c'est tout récent. Là, ça date du début d'année. Mais ça se met en place. Je dirais que, tu vois, Catherine, bon, on parle des 3 RVE hein, en cas dans la réduction. Là, tout à l'heure, je me disais, bah oui, moi aussi, j'ai mes 3 V. Finalement, j'aurais volonté, valeur et vitrine. Alors, volonté, en fait, vraiment, ce qui réussit dans le cadre d'un commerce, c'est la volonté alors, soit du gérant, de la gérante, ou même d'un employé. Ça, c'est super important. Quand le projet de la réduction à la source, il est porté notamment à la réduction des emballages, de changer ses pratiques, il est porté par une personne ou plusieurs personnes, ça c'est bingo. La vitrine, parce qu'en fait, c'est voir, hein, se faire voir aussi ce qui est possible de mettre en place. Et puis, je disais aussi les valeurs, bien sûr, hein, ça fait partie de valeurs. Et il y a plein de commerces qui ont vraiment beaucoup de bonnes valeurs. Donc, actuellement, il y a des choses, et puis aussi la vague a soutenu aussi plusieurs commerces, hein, donc Aurore pourrait aussi en parler, mais ça se met en place. On est en train de colliger un peu toutes ces informations, les retours en fait, sur les retours d'expérience, en fait, c'est en cours. Hein, et je pense que oui, il y a plein de choses qui vont être vraiment positives. Alors, c'est sûr que le changement, c'est jamais facile, mais je pense qu'il y a vraiment de la volonté. Et puis, alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au niveau des commerces alimentaires, ce n'est pas forcément ceux qui étaient déjà, par exemple, sur une offre végétalienne, une offre comme ça un peu particulière ou vrac, zéro déchet. Eux, ils le sont déjà un peu dans leur concept, mais tout type de restaurant, tout type de commerce de détail alimentaire embarque bien sûr avec volonté, comme je disais, valeur et puis vitrine, mais on se rend compte, et ça j'en ai discuté avec les gens de la coop Retourne-y, hein, qui propose un système de contenants réutilisables, donc consignés, et j'en discutais là ce matin avec Florian, Maisonneuve, et il me disait, oui, il m'a dit ce qui est chouette, c'est de voir que finalement, c'est pas forcément un restaurant qui a une offre végétalienne qui va embarquer, on a vraiment tout type de restauration qui embarque. Donc ça, c'est plutôt bon signe, c'est encourageant. Super, merci. Dans le fond, les commerces de Montréalais, ils embarquent dans la transition, entre autres, parce qu'il y a une réglementation qui s'en vient. Mais pour Marie-Christine, pour les producteurs, pour choisir un emballage qui est éco-conçu, comment Éco-entreprise Québec peut les encourager à choisir quelque chose qui est éco-conçu? Bien, pour commencer, en fait, je vais juste prendre un petit pas de recul puis bien expliquer Éco-entreprise Québec, c'est quoi, juste puis qu'est-ce qu'on entend par terme producteur, là, parce que c'est pas toujours très bien compris. Donc, Éco-entreprise Québec, grosso modo, on pourrait dire que notre core business, du moins avant octobre l'année passée, c'est un peu de jouer comme à titre de comptable. Donc, les entreprises qui mettent en marché des contenants, des emballages et des imprimés sur le marché sont responsables de financer la collecte sélective, donc le bac bleu. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, on se retourne vers eux et on leur demande, vous nous devez telle part du gâteau, du montant que ça a coûté offrir le service aux citoyens du bac bleu. Et en fonction de la matière qu'ils vont mettre en marché, donc la matière de leur emballage, il va avoir un taux qui va être éco-modulé. Donc, plus la performance est élevée, elle est bonne dans le système, moins ça va coûter cher. Et à l'inverse, si c'est une matière qui n'est pas bien recyclée, qui n'a pas de marché, ben, il va avoir un taux plus élevé, donc ça va coûter plus cher. Donc, on pense souvent à tort que c'est nos taxes municipales qui financent la collecte sélective, le bac bleu, mais c'est les entreprises parce qu'on a la loi, au Québec, on a la loi sur la qualité de l'environnement, duquel découle le principe de responsabilité élargie des producteurs. Donc, un producteur est responsable de façon élargie de ses emballages jusqu'en fin de vie, ce qui fait en sorte qu'il doit le financer. Quand je dis que ça a changé depuis octobre dernier, c'est qu'avant, les entreprises, les producteurs, comme on les appelle, étaient simplement responsables de financer. Donc, c'était une REP financière, alors que maintenant, c'est opérationnel. Donc, pourquoi je vous partage tout ce contexte-là? C'est pour mieux comprendre comment EEQ, à titre de représentant de ces entreprises-là qui mettent en marché
et qui rendent disponibles aux consommateurs des emballages, comment un Q les aide à tendre vers des emballages éco-responsables, éco-conçus. Donc, ce qui existe, premièrement, bien, le gouvernement oblige les entreprises, les producteurs, à atteindre des objectifs de performance du système pour augmenter le nombre d'emballages qui va être recyclé et également le contenu recyclé. Donc là, je ne passe pas la modernisation de la collecte sélective dans tous les détails, mais grosso modo, c'est ce qui est important aujourd'hui pour le panel, c'est de comprendre que le gouvernement, en partant, oblige les entreprises à augmenter le contenu recyclé et le nombre d'emballages recyclables. Également, il faut savoir, il n'y a pas d'obligation présentement de concevoir des emballages éco-conçus, mais au travers toutes les démarches qui existent, les paramètres qui existent dans la loi, les producteurs vont être obligés de tendre vers ça. Comment on les aide? Bien, c'est sûr qu'à l'interne, on a un département d'éco-conception duquel je fais partie qui va accompagner et former les producteurs pour les aider à éco-concevoir leur emballage. Donc, je disais tantôt, pas juste les rendre recyclables, à réduire aussi la quantité de matières qui sont inclus et intégrés dans la conception d'un emballage. Comme je disais, les vides techniques et tout, la communication, s'assurer que le citoyen va savoir quoi faire. Donc, on a ça, on a des guides, on a des ressources qui sont offertes gratuitement sur notre portail d'éco-conception qui peut aider les entreprises aussi qui font des choix, des sélections, parce qu'on parle beaucoup de producteurs, parce que c'est le terme légal du règlement, mais vous n'avez pas besoin de produire des emballages. Vous pouvez avoir à choisir des emballages réutilisables, recyclables. Donc, dans le cadre de Gouta, La Vague, ce qu'ils font quand ils accompagnent, on a également des fiches qu'on a développées, entre autres avec le MAPAC, sur les meilleures pratiques en emballage pour différentes catégories de produits, que ce soit le sec, que ce soit pour emporter, que ce soit les produits laitiers et j'en passe. Donc, ça, c'est offert, oui, à nos producteurs, mais à d'autres types de détaillants également. Je vous ai parlé de l'éco-modulation du tarif rapidement. Comme je dis, le fait de jouer avec les montants qu'ils vont devoir payer à la fin de l'année veut pas influencer, motiver les producteurs à tendre vers des emballages qui vont être réellement recyclables ou éco-conçus. Concrètement, on pourrait dire il y a un taux plus élevé pour le bois, la céramique, parce qu'on ne veut pas ces matières-là qui peuvent, entre autres, nuire à la recyclabilité du verre dans le cas de la céramique. Donc, ça va au-delà du taux initial, il y a un malus qui s'applique, qui est plus cher. On a également, depuis 2 ans, un projet pilote, qu'on pourrait dire, qui est celui du bonus. Donc, c'est sous forme de crédit que les entreprises qui vont avoir amélioré leur emballage ou fait des efforts en ce sens, vont recevoir jusqu'à un montant de 25 000 $ par demande. C'est sûr qu'il y a des conditions à remplir, mais qui va vraiment encourager les entreprises à, de manière financière, à tendre vers des emballages qui vont être éco-conçus. Donc, c'est là les différents services, outils que Q possède. Puis c'est sûr que la compréhension globale d'Éco-entreprises Québec du système en partant des entreprises avec qui on travaille, mais également les centres de tri, les conditionneurs, les recycleurs, va nous permettre de vraiment accompagner ces entreprises-là pour leur dire ce que tu penses être recyclable parce que ton fournisseur te dit qu'il est recyclable. Ça ne l'est pas réellement à cause de tel paramètre. Donc, notre position stratégique, on va dire ça comme ça, fait en sorte qu'on a les outils pour accompagner ces entreprises-là, puis c'est vraiment vers ça qu'on tend. Par contre, il faut garder en tête que, comme je vous disais, comme il n'y a pas d'obligation légale concrètement d'avoir uniquement des emballages éco-responsables, ça reste que le choix final est dans les mains du producteur. C'est lui qui fait le choix à la fin de mettre en marché ou pas un emballage. Il faut quand même garder en tête que parfois, les options qui existent pour répondre, je reviens au rôle de l'emballage pour protéger un produit, n'est pas recyclable. Et je vais dire que ce n'est pas grave dans le sens où il y a d'autres options pour améliorer un emballage, pour réduire son impact pour l'éco-concevoir. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut faire pour aider ces entreprises-là quand que le besoin même en protection du produit résulte d'un emballage non recyclable.
Puis je terminerai en disant que dans le meilleur des mondes, on ne parlerait même pas d'emballage éco-conçu parce que la seule offre qui serait mise à la disposition de ceux qui conçoivent et qui choisissent leur emballage, ce serait uniquement des emballages qui sont bien réfléchis pour réduire l'impact. Voilà. Merci. Et là, on a parlé de la façon dont les producteurs peuvent choisir d'utiliser des emballages éco-conçus, mais comment on pourrait inciter les consommateurs à choisir des emballages qui sont plus écologiques ou changer leur consommation? Sophie, avec les commerçants, vous voyez comment les mettre en place dans les commerces en alimentation, mais comment on peut encourager les consommateurs de choisir ces meilleurs emballages-là? Eh bien, je dirais, parce que je me mets dedans, hein, je suis consommatrice, je suis cliente, faisons nos gentils tannants et tannantes. C'est-à-dire que je vais dans un commerce, il faut que je réclame. Là. Je pense que les consommateurs doivent réclamer vraiment là, des contenants réutilisables ou de meilleurs choix écologiques. Il faut pas hésiter. Moi, quand je vois des gens qui vont dans un commerce alimentaire avec leurs propres contenants et qu'il n'y a pas en retour de gratification, ça me fait un peu de la peine. Il faut que tout le monde joue le jeu, là. Côté consommateur, côté commerce, il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Donc, je pense que c'est un système qui doit être généreux. Je crois beaucoup à la générosité, mais elle doit être de toutes parts, là, du côté du commerce, du côté des consommateurs. Hein, ils doivent être aussi compréhensibles. On doit être compréhensif parce que c'est pas... Parce qu'on l'a vu, les changements là, ne sont pas évidents. Mais voilà, tout le monde doit jouer le jeu. Faisons nos tannants dans les commerces, sympathiques. Je viens avec mon contenant ou je dis, bah oui, je veux être servi dans ce contenant ou faites-moi un petit rabais parce que j'ai mon contenant. Faites de meilleurs choix. Votre plastique, là, le top sur votre gobelet, bah non, il n'est pas conforme, changez. Enfin voilà, je pense qu'il faut, il faut y aller. Il faut y avoir une relation en fait. Je trouve que tout ça, tout ce qui est en train de se passer actuellement, ça nous remet dans une relation avec les commerces. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Ben, moi, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un relationnel là qui est en train de se rebâtir, de se modifier, qu'il faut il faut revoir, réviser, réajuster et se parler, communiquer. Et puis alors moi je crois beaucoup à la création et là j'avais vu et je suis allée à la soirée donc sur le documentaire Tout déballé que je vous invite à regarder d'ailleurs. Et on voit des designers. Et là, pour moi, là aussi, ils ont leur part. Vraiment, c'est important à jouer sur la création d'objets, des objets fun et tout. Je t'avais donné, Catherine, je vous avais donné donc l'exemple du couteau suisse. Bah oui, allez, là, allons-y. Là, il faudrait qu'on ait sur nous des objets super pratiques que l'on puisse sortir, utiliser, être fier d'utiliser. Parce que je pense que quand il y a des beaux objets, un accessoire, bah, il va devenir, plus on va être exposé, ça va faire partie de notre quotidien et plus ça va rentrer dans nos vies et puis ça va être normal. Voilà, ça va être normal de voir des contenants réutilisables. Ça va être normal de voir des justes emballages et puis d'arrêter de voir ces grosses boîtes où il y a un tiers de volume vide. Moi, ça m'agace, ça, de voir des gros paquets où il y a un tiers, c'est du vide. Je veux dire, réduisons vraiment les emballages. Allons-y au juste, au plus serré. Et puis, bien sûr, au réutilisable. Donc, c'est ça, designer à vos stylos pour faire de beaux objets, parce que je pense que ça passe aussi par là. Voilà. Moi, je pense à, vous savez, les petites tasses rabattables pour les pitous, là, qui sont à côté qui sont accrochés à la laisse. Je trouve ça génial. On aura peut-être et sans doute des choses comme ça qui vont se mettre en place. Oui, c'est une bonne idée, merci. Marie-Christine, on n'a pas beaucoup de temps pour passer à la dernière question. Tu voulais rajouter quelque chose à ça? Ou... Oui. Je vais juste compléter dans le même sens que ce que Sophie dit. Je pense que les consommateurs, les citoyens, pour faire les bons choix, ben, ça reste que ça passe par l'information que l'entreprise va partager et se doit de communiquer adéquatement parce qu'on ne peut pas mettre le poids sur les consommateurs. On a tous un domaine d'emploi, on a toutes des choses à savoir, on a tous des ingrédients à lire. Déjà, quand on va à l'épicerie, ça fait beaucoup. Il ne faut pas se culpabiliser en tant que citoyen d'essayer de faire de son mieux, surtout avec les informations qui sont là. Et juste, si j'avais un petit devoir, un petit conseil à leur donner, c'est de faire attention à
pas rester dans les mythes, dans les impressions et d'aller dans les informations quand on a le temps. Aurore l'a bien dit, des fois, on va diaboliser une matière plus qu'une autre. On va avoir l'impression que telle chose est mieux qu'une autre. Donc, pas se culpabiliser puis essayer de chercher la bonne information puis de faire son mieux dans tous les cas. Oui, oui. Tout ça, ça demande des changements d'habitude aussi. Puis, on parle beaucoup ces temps-ci de la décroissance, de la sobriété. Puis, comment on peut... comment ça se traduit dans nos habitudes de consommation, de déconsommation des emballages, Aurore? Je vais essayer de wrapper ça, sachant que, disclosure, je ne suis pas une spécialiste de la décroissance. Je vous invite à aller notamment voir les merveilleuses vidéos de Yves-Marie Abraham, qui est très inspirant sur la question au Québec. Mais dans un commerce, comment ça se traduit? Je vous donne des exemples concrets. Parce que pour nous, en niveau d'un commerce, la décroissance, c'est en fait quitter le cercle vicieux dans lequel on a besoin de gaspiller pour faire notre argent. C'est ça. Et ça veut dire quitter le cercle vicieux aussi dans lequel on a besoin de chacun avoir nos équipements, par exemple. Donc, très concrètement, un commerce qui partage ses installations de cuisine. Puis, on a le cas, par exemple, de traiteurs de repas familiaux qui vont utiliser la cuisine pendant la journée alors qu'un resto va embarquer parce que lui, il sert juste des repas de soir. Ils vont partager les mêmes équipements. C'est une forme de décroissance parce qu'on n'a pas besoin de fabriquer des nouveaux équipements qui ont une grosse empreinte écologique en plus de ça. On va mutualiser des installations de lavage. Quelquefois, on va mutualiser des ressources humaines. Donc, se parler, essayer de être plus résilient ensemble, c'est une forme de décroissance. Puis, en fait, si le terme vous fait peur en tant que commerce, pensez au terme de sobriété. Parce que, en fait, le fait d'être plus sobre, ça va vous rendre plus autonome et plus résilient. Puis, en fait, la réalité aujourd'hui, c'est qu'une entreprise qui n'essaye pas d'être plus sobre, c'est un énorme facteur de risque pour le futur. Quand on est dépendant de fournisseurs qui viennent de l'autre bout du monde, avec qui on n'a pas aucune relation, qu'on n'est pas capable de rejoindre le jour où il y a un problème, on n'est pas dans la gestion de risque de son entreprise. Alors que quand on essaye justement d'être plus autonome avec des circuits courts, avec des équipements réutilisables qu'on peut tout simplement laver puis ne pas attendre sa prochaine livraison pour servir ses clients, c'est une forme de résilience qui est très importante. Puis je vais juste finir sur le fait que on parle beaucoup de comme est-ce que les matières sont cyclables et tout ça, puis oui, c'est extrêmement important d'améliorer notre système de recyclage. Puis les centres de tri font un super travail. Puis on travaille fort aussi pour démystifier justement le fait que ça ne sert à rien, on met tout dans le bac, puis oui, ça s'en va à l'étranger. C'est pas vrai. Il faut le dire haut et fort que y a le système de recyclage, il faut continuer à y croire. Il faut continuer à l'améliorer. Et à certains égards, il fonctionne très, très bien. Cependant, une société qui se contente de recycler n'est pas une société sobre, n'est pas une société saine. Et quand vous visitez un centre de tri, puis que vous voyez aussi que la plupart des gens qui sont là, c'est des gens issus de l'immigration, qui gèrent nos déchets qu'on ne veut pas gérer. Et eux, là, qu'on leur dise que c'est super, c'est recyclable, alors qu'il y a des tapis à pleine vitesse qui leur passent devant les yeux, c'est pas ça qu'on veut comme société. Fait que c'est ça. Je m'arrête. Merci. Puis, Caroline, en tant que commerçant, on peut penser que la décroissance, c'est négatif, que ce n'est pas quelque chose de recherché. Comment vous envisagez cela en tant que propriétaire d'une entreprise? Excuse-moi, je t'ai enlevé le son. Je vais l'ajouter. On m'entend? Bon. Oui, c'est bon. Merci, excuse-moi. Bon, excellent, c'est bon. En fait, je pense que c'est sûr que je parle plus personnellement pour moi, mais la plupart des collègues épiciers éco-responsables avec qui je collabore régulièrement, là, je pense qu'ils vont être d'accord avec moi. Les gens qui font ça, quand on décide de partir une épicerie zéro déchet, par exemple, on le fait par conviction, on le fait parce qu'on veut faire une différence, on le fait parce qu'on veut vraiment apporter des changements dans notre société, dans les façons de faire. Donc, je pense que de voir justement que les gens vont prendre le temps
d'acheter moins, d'acheter mieux, de faire mieux, de réparer, de réutiliser. Je pense que c'est ça notre objectif ultimement. On le fait pour ces raisons-là. Moi, quand j'ai décidé d'ouvrir ma boutique, mon épicerie, je l'ai faite parce que je voulais entreprendre autrement aussi. Donc, j'aime bien ce qu'Aurore a mentionné du fait que des fois, on essaie d'utiliser trop, c'est un peu trop tout le gaspillage qui va autour de ça. Donc, pourquoi pas focaliser sur ce qui est vraiment plus essentiel. La décroissance, pour moi, c'est de moins stocker, donc acheter en plus petite quantité, mais acheter justement juste ce que j'ai besoin au fur et à mesure. Donc, ça, c'est une chose. Pour moi aussi, c'est de prendre le temps de savourer un plat qu'on a préparé en famille, justement, qu'on a utilisé nos ingrédients de A à Z. Donc, je suis pas obligée de toujours avoir une cuisine pleine d'aliments avec 3, 4, 5 kilos de chaque farine. Si je peux y aller au fur et à mesure, puis justement apprécier ce que je fais. J'ai pas lu d'études à ce sujet-là, mais je pense que quand on prépare nous-mêmes notre repas, puis qu'on y fait attention, puis qu'on sait que c'est des ingrédients locaux, qu'on a rencontré le producteur, qu'on en sait plus sur la façon que c'est fait, je pense que ça fait du bien de le manger puis de l'apprécier comme ça. Donc, c'est moins de gaspillage, c'est moins de pollution, c'est mieux pour nous, c'est souvent plus sain aussi. Donc, c'est toutes des choses là, qui font que, justement, en tant qu'épicier, même si notre commerce, oui, c'est certain que c'est ultimement d'en vivre. Il faut qu'on soit capable d'en vivre, sinon on ne sera pas là demain matin. Par contre, il y a des façons de le faire pour que ça soit positif pour tout le monde. Puis on préfère vraiment avoir une plus grande clientèle qui va acheter quelques petites choses ici et là, plutôt que d'avoir des gens qui veulent essayer de faire les choses parfaitement. On entend souvent cette façon de faire-là. On y va avec la technique des petits pas, on en fait un tout petit peu, puis à un moment donné, on se rend compte, oups, OK, mes armoires sont pleines de bocaux. Justement, je commence avec un liquide vaisselle, mais finalement, j'apprécie ces produits-là qui sont offerts en vrac. Donc là, je suis rendue avec une gamme un peu plus variée ou j'apprends à faire moi-même mes produits cosmétiques. Il y a plusieurs choses qui vont se faire comme ça, mais il faut y aller à petits pas avec des choses qui nous font plaisir, avec des choses qui font du sens avec notre contexte de vie aussi. Puis, si on essaie d'être parfait, on ne réussira pas le changement. Donc, c'est d'y aller, c'est ça, avec plusieurs personnes qui vont faire un petit pas à la fois. Je pense que c'est comme ça qu'on va avancer en tant que société, puis de justement... comment on peut dire ça, encourager les bons coups. Là. J'aime bien justement ce qui a été fait avec le Gouta aussi. Quand j'ai lu les publications là-dessus, j'ai trouvé ça intéressant parce que plus qu'on met en vedette des succès comme ça, plus qu'on encourage les gens à le faire, puis on voit justement que c'est le fun. Ça peut être le fun d'être zéro déchet. Moi, personnellement, j'aime vraiment ça. Puis notre communauté, nos clients nous le disent, mon bac de récupération a baissé depuis que je viens chez vous. J'ai moins de compost aussi. C'est super valorisant. J'ai moins de choses chez nous. Je me sens dégagée. C'est ça, la décroissance, c'est d'avoir juste qu'est-ce qu'on a besoin, d'en profiter pleinement. Wow, merci. On est à 1 minute de la fin. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps pour rester. Je sais qu'il y a des gens qui vont devoir quitter, mais il y a quelques questions. Donc, si nous, on va continuer, l'enregistrement est disponible pour les gens qui doivent quitter. Vous pourrez voir les dernières minutes si ça vous convient. Donc, j'ai une question dans le chat. C'est de Francis Boigard. Éline Conseil, il demande si une entreprise de transformation alimentaire doit utiliser un emballage jetable pour préserver la qualité de son produit. Comment doit-elle s'y prendre pour faire le meilleur choix? Doit-il se fier à son fournisseur d'emballage? C'est une question peut-être pour Marie-Christine. Comme je le disais, moi, je veux partir avec la prémisse que tout le monde part d'une bonne intention, là, comme on le dit dans le documentaire. Là, je ne pense pas qu'en 2022-2023, il n'y a personne qui dit aujourd'hui, je vais mettre en marché un emballage qui pollue la planète et qui se félicite de ça. Donc, ça part d'une bonne intention, mais des fois, les fournisseurs n'ont pas la juste information parce qu'ils ne sont pas nécessairement en contact direct avec les centres de tri, les conditionneurs, les recycleurs. Donc, est-ce qu'on peut toujours se fier à eux? Pas toujours à 100%. C'est sûr que s'ils ont des certifications, des accréditations, ça peut donner plus de poids à leur déclaration. Comme je disais, un emballage éco-conçu, un emballage écologique, éco-responsable, choisissez le terme que vous voulez. Ultimement, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas jetable. Parfois, malheureusement,
il va falloir accepter que l'emballage jetable est quand même la meilleure option. Si on a allégé tout ce qu'on pouvait alléger, si on a retiré toutes les composantes qui n'étaient pas nécessaires, si on a revu la matière qui est nécessaire pour le concevoir. Donc, c'est vraiment de voir, oui, avec le fournisseur, de voir les autres options, puis justement d'évaluer est-ce qu'il y a d'autres choix qui s'offrent à moi pour mon produit, mais toujours dans l'optique de garder en tête la conservation, la protection de ce qu'on emballe. Donc, je ne sais pas si ça répond, si Jean-Francis Beauregard est toujours avec nous, là, mais c'est ce que je répondrai. On a une question. On a une question de Jacqueline. Je vais réactiver votre son, Jacqueline. Vous pouvez le réactiver de votre côté. On ne vous entend toujours pas. Oui. Bonjour. Ah oui, ça y est. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est ça. J'avais une question. D'abord, pour moi, la décroissance, c'est au niveau de la production et de la consommation. Et aussi, je voulais voir dans la restauration, tous ces petits contenants de lait, de confiture, de beurre. Il n'y a pas moyen, j'ai déjà vu dans d'autres pays ou même ici dans certains restaurants où on sert ça dans des petits contenants de verre ou mais pas de plastique. Et là, c'est terrible, tout ce qu'il y a comme petits contenants de lait, de confiture et de beurre. C'était terrible. On a déjà fait quelque chose au niveau des pailles maintenant et souvent même des fourchettes et des cuillères en bois. Mais par rapport à ces contenants-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait? Je pense, oui, c'est ça, vas-y, Aurore, puis je compléterai. Pas de problème. Merci Jacqueline pour la question, c'est très pertinent en effet. Alors, il y a la réponse courte, c'est oui, c'est tout à fait possible de servir dans un petit contenant en inox sa petite dose de beurre ou de confiture avec, très important, d'abord demander à la personne est-ce que vous en avez besoin? Parce que l'avantage du petit pot qui est fermé, qui est jetable, c'est que s'il n'est pas ouvert, on n'a pas perdu l'aliment. Et c'est sûr que si on sert aux gens des petits pots en inox avec un peu de confiture, puis de beurre ou whatever, ou le lait, puis que là, à la fin du repas, on va jeter les aliments parce qu'ils n'ont pas été consommés au complet, ces petits pots-là, ou que les gens n'avaient pas besoin. Là, c'est pire que d'avoir utilisé le petit pot jetable parce qu'on perdre l'aliment, c'est pour l'instant, comme dans le schéma, c'est que c'est pire que de perdre l'emballage. Mais tout à fait, de tout simplement en prenant la commande, rajouter la petite question « Est-ce que je vous mets un petit peu de beurre avec ça? OK, je vous amène ça dans une petite assiette. Prenez de la confiture? Oui, non. » Donc, ça vient aussi avec le fait de diminuer les attentes des consommateurs et que tout ne leur soit pas distribué comme ça à grandeur, même s'ils n'en ont pas besoin. Et je pense que petit à petit, ça se met en place. Puis, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a moyen d'agir là-dessus. Merci. C'est pas mal très complet, Aurore, digne de tes interventions pertinentes. Mais tu sais, c'est ça, il faut penser, chaque fois que je vais dans les restaurants, je me demande moi aussi pourquoi j'ai mon petit contenant de plastique et de beurre de pinot, pourquoi c'est pas le pot au complet, mais en même temps, je regarde mes frères quand j'étais avec eux, comment ils mettaient un peu le bordel dans le pot de beurre de pinot. On ne veut pas nécessairement ça non plus dans le restaurant. Donc, cette conception-là aussi de s'assurer que l'hygiène de la chose, du produit va être toujours au rendez-vous. Puis, tu sais, vous avez dit le verre versus le plastique. Des fois, comme Aurore l'a très bien expliqué, la substitution, le fait de changer de matière pour un autre ne va pas nécessairement améliorer la chose. Le verre, c'est sûr qu'on veut qu'il soit recyclé, mais ce n'est pas toujours simple de le recycler. Donc, des fois, le plastique, même s'il est à usage unique, va pouvoir être recyclable. Donc, c'est juste d'avoir ces petites nuances-là pour les distributeurs, là, pour les détaillants en alimentation, les restaurateurs, là, quand les clients vont les manipuler. Puis comme Aurore a bien dit, de toujours, nous, peut-être dire j'en veux pas de paille ou j'en ai pas besoin, que ce ne soit pas inutilement emmené sur les tables au restaurant.
Je pense que aussi les contenants de verre dont elle parlait, c'était dans le but d'en avoir des réutilisables qui soient lavables dans le restaurant ou dans le commerce où on est. Sophie, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, je voulais ajouter à Jacqueline. Donc déjà, Jacqueline, merci pour votre question. Et puis ça, effectivement, c'est le genre de conseil que nous avons mis dans notre pense-bête, qui s'appelle les bonnes pratiques à implanter dans son commerce. Donc, je vous invite à en prendre connaissance. Et puis avant de vous quitter, parce que moi malheureusement je dois quitter dans 5 minutes, là je dois être en bas de la bâtisse dans 2 minutes, c'est de dire, ça revient pour moi à cette relation-là, c'est-à-dire la relation à l'objet, notre relation nous en tant que consommateurs clients aux objets et la relation que nous avons entre individus. Parce que ce que ça veut dire le libre service, etc., comme l'a expliqué Aurore, c'est qu'il faut que je demande là, et c'est ça aussi qu'il faut arrêter, là, qu'il faut bannir, c'est que le jetable a, comment dirais-je, a gommé ces interactions qui étaient possibles, qu'on peut avoir dans un... voilà, je suis cliente, je commande, etc. Là, je vais demander quelque chose. Est-ce que vous en voulez? Oui, non. Ça, voilà, il y a un dialogue, il y a une interaction. Et je trouve que c'est ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de relations aux objets et relations de nouveau avec les individus. Donc, il faut réinjecter tout ça parce qu'on a tendance à... voilà, on s'est dit on va mettre des choses individuelles, on va emballer individuellement parce que ça va comment dirais-je, alléger la tâche, ça va aller plus vite, etc. Donc c'est ça aussi la sobriété, c'est de remettre du temps là où... Ralentir, faire des contacts avec les ralentir et puis remettre parler du avec temps les gens. là où il y en a besoin, oui, parce qu'on on gagnera pas du temps, mais on va gagner en recyclage, voilà, tout ce que vous voulez. Et sur ce, je dois vous quitter, je suis Parfait. désolée. Merci beaucoup. Jacqueline, est-ce que vous avez encore la main levée? Vous aviez encore une question? Elle n'était pas descendue. Vous avez répondu. Je vous remercie beaucoup. Parfait. Merci. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous. Merci aux panélistes d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous invite à, si vous voulez continuer à suivre nos activités, la SQRD, l'année, le mois prochain, ça va être sur le gaspillage alimentaire. Donc, suivez nos réseaux sociaux pour voir ce qui s'en vient. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci. Bonne fin de journée. Merci aussi.